Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste, et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts, eux aussi confinés. Nous sommes aujourd'hui avec un économiste, il enseigne à l'École d'économie de Paris, il est directeur de la recherche et des études de la banque Natixis. Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Quand le gouvernement se mobilise actuellement aux côtés de l'UNEDIC, on voit qu'il intervient massivement pour sauver l'économie, pour soutenir les entreprises, pour soutenir les travailleurs confinés. Est-ce que ce plan de sauvetage qui a été mis en place sera, selon vous, suffisant ? Écoutez, au niveau macroéconomique, oui. D'ailleurs, on peut faire un calcul assez simple qui est révélateur, c'est que le déficit public qui est mis en place, en plus de celui qui était attendu, correspond à peu près à la perte de produit intérieur brut qui est attendue. On devait avoir 1% de croissance. Maintenant, Bruno Le Maire nous dit qu'on aura moins 8. Donc, on perd 9 points de PIB. Et on devait avoir 2 points de déficit public. Bruno Le Maire nous dit qu'on aura 9 points de PIB de déficit. Mais Gérard Darmanin nous a dit que ça serait bien pire. Et donc, vous voyez qu'on va probablement avoir 10 ou 11 points de PIB de déficit public. Donc, en fait, on remet par le déficit dans l'économie tout le PIB perdu. Ce qui veut dire qu'au niveau macroéconomique, le secteur privé, les ménages et les entreprises, ne perdent pas de revenus, que le seul agent économique qui perd du revenu, c'est l'État, qui prend à sa charge toute la perte de PIB. Donc, on ne peut pas faire plus. Je veux dire, on n'a jamais fait ça dans le passé. Alors, il faut comprendre que le déficit public qui est mis en place ne fera pas remonter le PIB. On n'est pas dans un problème de demande, qui est le cas habituel. Quand on met en place des déficits publics, on soutient la demande. Là, ça ne sert à rien de soutenir la demande, parce que la baisse de PIB, elle est due à des problèmes techniques, qui est que les salariés ne peuvent pas aller travailler. Donc, ça n'a aucun effet sur le PIB, mais ça empêche au maximum les entreprises de faire faillite et ça empêche au maximum les ménages de perdre du revenu. Le cadrage macroéconomique, c'est un cadrage impressionnant, où l'État prend à son compte toute la chute du revenu du pays. Mais les estimations qu'on a de différentes sources, que ce soit les agences de rating, la COFAS, comme nous d'ailleurs dans nos travaux, montrent qu'on devrait peut-être avoir une augmentation du nombre de faillites sur un an de l'ordre de 20%, ce qui est incroyablement peu quand on perd 9 points de PIB. Donc en réalité, voilà. Donc il y a évidemment des gens en situation très difficile, des indépendants qui n'ont pas de revenus, des femmes seules qui sont au chômage partiel. Et évidemment, on le sait, mais du point de vue de la macroéconomie, on a quelque chose d'inédit qui est que l'État prend à sa charge 100% de la perte du revenu. Est-ce que vous ne craignez pas un second coup de bâton à la rentrée de septembre, en octobre, à l'automne, qui nécessiterait de mettre en place un plan de sauvetage encore plus important ? Là, pour l'instant, on est dans les politiques de l'urgence. C'est-à-dire qu'à nouveau, la politique économique, elle essaie d'absorber autant que possible le coût. Ensuite, il y a deux sujets beaucoup plus lourds, à mon avis. Le premier, c'est la dette des entreprises. Les entreprises, on a des calculs d'ailleurs assez sophistiqués qui ont été faits par l'OFCE, qui montrent que les entreprises vont quand même devoir s'endetter pour à peu près un tiers de la perte de leur chiffre d'affaires. Le reste étant compensé par les transferts publics. Et donc, on va avoir une très forte augmentation de l'endettement des entreprises. Et des entreprises endettées, normalement, ça n'aime pas embaucher et ça n'aime pas investir. Parce que ça pense qu'il faut d'abord qu'elles rétablissent leur bilan. Donc, il y a un vrai sujet de politique économique à la rentrée qui va être comment est-ce qu'on empêche un gel des embauches et un gel des investissements, ou même une baisse des investissements. Je pense qu'il faudra une mesure investissement. Le gouvernement a l'air de nous dire que ça sera la baisse des impôts de production des entreprises. On sait que c'est un impôt assez stupide qui est très néfaste pour l'investissement et pour l'emploi. Et il faut une mesure emploi. Alors, je peux vous dire ce que je suggère. Je ne sais pas du tout si c'est ça qui sera fait. Je pense qu'une mesure emploi qui aurait du sens, c'est une exonération durable de charges sur toutes les personnes qui signent leur premier CDI. Ce qui veut dire tous les jeunes, parce que le vrai sujet, c'est si les entreprises gèlent les embauches, les jeunes qui vont arriver cet été sur le marché du travail ne seront pas embauchés. Et donc le chômage, il ne montera pas beaucoup pendant la crise, mais en fait, il montera après la crise. Et puis ça veut dire aussi tous les salariés en contrat court qu'on aimerait bien basculer sur des contrats
plus long. Donc, aidons les entreprises à donner le premier CDI à toute personne, qu'elle soit jeune ou pas jeune. Parce qu'une mesure générale emploi, il y aurait un énorme gâchis, puisque à cause du chômage partiel, finalement, le taux de chômage ne sera sans doute pas catastrophique à la rentrée. Donc, une mesure générale emploi, ce serait comme jeter beaucoup d'argent public par les fenêtres. Donc, je pense qu'une mesure emploi ciblée sur la création de CDI et surtout sur l'obtention du premier CDI serait quelque chose qui serait extrêmement utile. Troisième point, qui est un gros sujet de débat aussi avec le gouvernement et sur de réflexion, les ménages pendant cette crise accumulent une énorme épargne forcée. C'est que le taux d'épargne des ménages, en ce moment, il est probablement d'ordre de 40%. Alors, on ne peut pas consommer, quoi, dire, hein. Je sais que plein de personnes sont en grande difficulté, hein, qui avaient des petits revenus. En plus, les 84% de chômage partiel, ça n'inclut pas les primes ou les heures supplémentaires, donc il y a des pertes de revenus qui sont souvent plus de 15%. Mais en moyenne, l'ensemble des ménages épargnent de façon gigantesque en ce moment. Le vrai sujet, c'est que si, après le confinement, il reste beaucoup d'incertitudes, cette épargne forcée, ça pourrait devenir de l'épargne de précaution. Elle ne serait pas consommée. Et si les ménages ne reconsomment pas, ce qu'on voit en Chine, hein, la consommation des Chinois, elle est extrêmement poussive, hein, les gens continuent à épargner énormément. Évidemment, on n'aidera pas à faire repartir l'économie, donc il faudra aussi réfléchir à des mesures intelligentes pour redémarrer la consommation. Si on compare cette crise de 2020 avec celle de 2008, la dernière grande crise financière, on voit un certain nombre de différences. Il y avait déjà à l'époque une intervention marquée des institutions financières, de la Banque centrale européenne en particulier, mais il me semble aujourd'hui que l'interventionnisme de l'État est beaucoup plus important qu'il y a 12 ans. Est-ce que vous diriez que le libéralisme est en fin de course? Cette crise est beaucoup plus violente en profondeur que la crise de 2008-2009. Donc, sans l'intervention des États, on aurait eu, alors il y a des chiffres qui circulent, je ne sais pas comment on fait vraiment ça d'un point de vue scientifique, mais peut-être un tiers des entreprises auraient disparu. Et donc, on s'est retrouvé après avec un PIB potentiel qui aurait été les 2 tiers du PIB potentiel d'avant. Donc, évidemment, les États n'avaient pas le choix. Et là, ce n'est pas vraiment de l'interventionnisme. La vraie question, c'est après. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons apprendre de cette crise? On apprend ici que l'État a été extrêmement imprévoyant. Il était imprévoyant sur tout ce qui est médical, hein, on parlait des masques, mais il n'y a pas que ça, sur la dimension de l'hôpital, il était imprévoyant pour plein d'autres sujets, sur les industries stratégiques, c'est pas que le médicament, c'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'on achète aux Chinois ou aux Américains notre matériel de télécom, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'industrie des énergies, du matériel pour les énergies renouvelables, etc. Et puis, il semble aussi que l'État n'ait pas été très prévoyant vis-à-vis du vieillissement. Regardez les problèmes des maisons de retraite, le sous-dimensionnement, la mauvaise gestion. Ce qui va se passer avec cette crise, je pense que l'État va essayer de redevenir prévoyant et prospectif. Et donc de regarder beaucoup plus loin vers le futur, en ce qui concerne la santé, l'éducation, les industries stratégiques, le climat, etc. Comment voyez-vous l'ensemble de notre économie? Comment va-t-elle ressortir de cette crise si on regarde ne serait-ce que l'année prochaine, en 2021? Évidemment, la croissance sera supérieure à la croissance de long terme, parce qu'on rattrape toujours une partie du PIB qu'on a perdu. Donc on va perdre 9 ou 10 points de PIB, on va en récupérer une partie. Et vous voyez que si on a 3% de croissance, alors qu'on aurait dû avoir 1,5, je parle de la France ou de l'Europe, hein, c'est à peu près les mêmes chiffres, on récupère 1,5 point de PIB, et si on en a perdu 9, ça veut dire qu'il faut 6 ans pour récupérer le PIB perdu. Donc l'enjeu, c'est de faire mieux que 3. L'enjeu, c'est de faire 5, 6. Hein. Le gouvernement américain nous annonce qu'ils feront 6 l'année prochaine, mais ils ne disent pas comment. Pour faire 6, à nouveau, il ne faut pas que les entreprises aient d'inhibition pour embaucher ou pour investir, ce que j'ai dit avant, il ne faut pas que les ménages aient d'inhibition pour consommer. Donc il va falloir régler le problème de la confiance des ménages, il va falloir régler le problème de la capacité à investir et à embaucher des entreprises, bien qu'elles soient beaucoup plus endettées. Et dans le même temps, vous l'avez dit, la dette de la France devient absolument colossale. Est-ce que c'est inquiétant et faudra-t-il désendetter à tout prix? Bien entendu, on peut faire des calculs qui sont justes, hein, qui est que le taux d'endettement public de la France au 31 décembre 2020 sera de l'ordre de 116% du PIB, alors qu'il aurait dû être de 99. Hein. Si on s'arrête là, on fait une grosse erreur d'analyse, parce qu'une partie très importante de cette dette sera détenue par la Banque centrale. Pour ça, la BCE, même si dans la pratique, c'est essentiellement la Banque de France. Il faut comprendre qu'une dette détenue par la Banque centrale, sous une condition que je vais évoquer dans une seconde, est une dette qui n'existe pas en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Les banques centrales reversent leurs profits aux États. Donc, quand un État vend sa dette à sa banque centrale, disons l'État français finance des déficits publics, émet des obligations qui sont achetées par la Banque de France. Donc, l'État français verse des intérêts sur cette dette à la Banque de France.
France, mais la Banque de France rend ses intérêts à l'État puisqu'elle lui rend ses profits. Donc cette dette devient gratuite, ce qui est quand même très sympathique. Et deuxièmement, si la Banque de France ne revend jamais cette dette, et donc la renouvelle à l'échéance, donc en fait ne réduit pas la taille de son bilan après la crise, cette dette n'est jamais remboursée. Donc en fait, une dette qui est irréversiblement détenue par la Banque centrale devient gratuite et non remboursable. Une dette gratuite et non remboursable, elle n'existe pas. Ça s'appelle une perpétuité zéro coupon, hein, ça n'existe pas. C'est une invention de Staline, la perpétuité zéro coupon. Et en fait, il faut comprendre que comme les banques centrales appartiennent aux États, c'est le même agent économique. Donc on peut regarder le bilan consolidé de l'État et de la Banque centrale. Donc quand l'État émet des obligations qui sont achetées par la Banque centrale, tout ça se passe à l'intérieur de l'État. Et donc cette dette, elle n'a pas d'effet sur la solvabilité budgétaire. Ce n'est pas de la vraie dette. Donc ce qui peut créer problème, c'est la dette qu'il faut faire détenir par le secteur privé, qui lui peut demander des intérêts plus élevés, peut s'inquiéter de la solvabilité de l'État. Donc le vrai taux d'endettement de la France, c'est la dette non détenue par la Banque centrale, par le système européen de banque centrale. Et donc ça ne va pas être 116%, ça va être de l'ordre de 80% du PIB. Donc en fait, on est beaucoup moins endetté que ce que le chiffre facial a l'air de dire. Et je ne comprends pas ce débat sur le remboursement de la dette. Elle ne sera jamais remboursée. Il suffit pour ça que la Banque de France continue à la garder. Personne n'a l'air de comprendre ça, ce qui m'étonne. Hein. Tout le monde débat de cette question du remboursement de cette dette. Mais non, de très loin, la situation la plus probable, c'est une situation où cette dette sera conservée dans le bilan de la Banque centrale et donc n'aura jamais à être remboursée. Et ça serait absolument contre-productif de se dire qu'on va devoir la rembourser. De même, on nous explique qu'il y aura un grand plan de relance européen de 1 000 milliards d'euros et qu'on va financer ça par un endettement public à très long terme qu'on pourra rembourser doucement. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas acheter ce plan de relance aussi par la Banque centrale européenne, ce qui nous éviterait aussi de le rembourser? Merci beaucoup Patrick Artus pour votre expertise. Merci beaucoup de ce temps. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.